Vous allez bien? Bon, vous avez bien déjeuné? Eh oui, c'est important de prendre justement son temps, de pouvoir échanger. C'est aussi ça l'objectif de ce congrès du centenaire, de se retrouver parce que la convivialité, c'est comme ça aussi qu'on peut se retrouver et avancer ensemble, faire part des projets que l'on a dans chacune de nos fédérations, de nos offices. C'est vraiment très, très important. Et c'est ça aussi l'ADN du changement, c'est de pouvoir être ensemble et de passer de très très bons moments. Donc j'espère que vous êtes régalés. Ce sera encore mieux ce soir parce que nous serons au domaine Pommery. Alors on prendra peut-être un peu moins de temps demain à table, mais c'est pas grave. Sur certaines séquences, on va raccourcir un petit peu. Ce qui est important, c'est que nous nous retrouvions ici à Reims pour ce congrès du centenaire. Alors c'est un moment très attendu. Cet après-midi, c'est l'acte fondateur de ce congrès. Après 100 ans, il faut aller encore plus loin pour agir tous ensemble et aller tous dans le même sens. Pour mettre en avant les atouts de notre territoire, pour mieux accueillir les touristes, il faut pouvoir impliquer toutes les fédérations, avoir une voix forte, être visible, crédible auprès des instances gouvernementales. C'est l'objectif. Et donc, sur scène, nous avons bien évidemment votre président, le président des offices de tourisme de France, Christian Morizard, Marie-Reine, et oui, applaudissements bien sûr pour notre président, Marie-Reine Fischer, présidente de la nouvelle agence régionale du tourisme, c'est Destination Région. Et puis Stéphane Villain de Tourisme et Territoire. Alors on peut d'abord rappeler, oui, applaudissements également pour Stéphane Villain. Merci d'être là pour évoquer évidemment ce moment très important. On peut rappeler quelques chiffres pour commencer. Il y a en France plus de 1500 offices de tourisme. Destination Région, je parle sous votre contrôle, c'est 13 organismes et Tourisme et Territoire, c'est 95 entités. Et même 97 désormais. Merci beaucoup. Alors Christian Morizard, première question. Est-ce que c'est une fusion ou un regroupement? Bien. On commence dans le vif du sujet, on y va tout de suite très fort. Bon, écoutez, avant de répondre à cette question très importante, je voudrais qu'on fasse une ovation pour une personne ici présente qui a fait 26 heures de vol pour venir à notre congrès. C'est Yolani qui vient de la Nouvelle-Calédonie. Bien, maintenant je vais mettre à peu près 26 heures pour vous répondre. Mais écoutez, il y a un léger historique à faire quand même. Hein. C'est que c'est l'an dernier, au mois de juillet, lorsqu'il y a eu le comité interministériel du tourisme et qu'on a vu que le tourisme institutionnel, c'est-à-dire les 3 strates ici représentées sur cette scène, étaient absents, on s'est dit il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion du tourisme. Puisque quand même le comité interministériel du tourisme, c'est lui qui est censé définir, on va dire, les grandes stratégies du gouvernement, en particulier à travers les différents secrétaires d'État ou ministres qui ont en charge une partie du tourisme, puisque vous savez comme moi que malheureusement, je l'ai dit et je le répète, nous n'avons pas un portail unique sur le tourisme. Et donc, jusqu'à ce jour, on se réunissait en tant que gestionnaire, on va dire, de la convention collective, qu'au regard de nos partenaires sociaux, il fallait définir certaines stratégies, et dont un des points les plus importants, c'était la fixation de la valeur du point. Et vu la réussite qu'il y avait sur cette fixation, puisque des fois on mettait 3-4 ans à définir cette valeur, on pouvait s'interroger sur l'efficacité de notre super fédération qui s'appelait la 3F. Et donc, d'un commun accord, on s'est dit on ne peut pas rester dans cette situation. Nous avons fait un courrier commun. Nous avons rencontré un certain nombre de conseillers auprès du Premier ministre et même du Président de la République, M. Confavreux. Nous sommes allés à Matignon, etc. Et on s'est dit il faut que nous parlions d'une seule et unique voix. Au-delà de nos différences, au-delà de nos missions régaliennes. Et nous avons réfléchi
à la meilleure des solutions. Donc nous avons d'abord établi un principe, c'était effectivement qu'il fallait qu'on tende vers une seule fédération. Alors, nous avons confié ce travail d'un audit. D'abord, il fallait savoir à qui on avait affaire, les uns par rapport aux autres, parce qu'en fait, on se connaissait très très mal. Je dirais même qu'on se fréquentait relativement peu, au-delà de certaines réunions, à peu près 1 ou 2 fois par an, voilà. Pour le fameux point d'indice. Et nous avons défini, avec ambition d'ailleurs, un agenda. Cet agenda, alors tout ceci, bien sûr, je vais essayer de faire le plus court possible, mais en ayant toujours un aller et retour vis-à-vis de nos conseils d'administration respectifs. Parce que ce n'est pas tous les 3 que nous avons décidé dans un coin, en avançant masquant, de décider que. Et donc ça prenait du temps, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on faisait une avancée, on attendait la validation. Et nous-mêmes, au sein de notre conseil d'administration d'OTF, puisque nous avions modifié nos statuts au regard de la loi NOTRe, nous avions effectivement une représentation différente au niveau des territorialités, au niveau des relais territoriaux et au niveau, surtout, des stations classées qui n'avaient pas été prises en compte par la loi NOTRe. Et donc, il était nécessaire et opportun que les intérêts des uns et des autres, que ce soit au niveau destination-région, tourisme et territoire, et nous-mêmes OTF, dans la disproportion de ce que nous représentions comme organisation, mais en même temps dans une forme d'égalité de strates, que ce soit une strate régionale, une strate départementale ou une strate collectivité locale, nous étions censés représenter tous les 3 ce fameux tourisme institutionnel. Et donc, nous avons avancé progressivement, et un des points les plus importants, d'ailleurs, à la fin de cet entretien, montera sur cette scène l'ensemble de nos personnels, puisque depuis 1 semaine, les 3 entités, au niveau de nos agents, de nos personnes qui travaillent pour le tourisme, sont regroupées avenue Carnot, et c'est un choix important et significatif. Donc, pour conclure, puisque j'ai été particulièrement long, c'est de dire, aujourd'hui, nous avons une commission qui travaille sur les statuts, accompagnée bien sûr de services juridiques, puisque nous faisons les choses très sérieusement, et donc nous travaillons sur la solution la meilleure, la plus en adéquation avec nos désirs les uns et les autres. Et là aussi, il y aura des allers et retours de validation en fonction de l'avancement de ces travaux qui devraient normalement trouver une conclusion fin d'année, début d'année, pour que cette nouvelle structure prenne naissance au mois de janvier, février, autant que faire se peut. En tout cas, c'est le calendrier que nous nous sommes fixés à ce jour. Merci, Président, d'avoir pris le temps de l'explication. C'est important, parce qu'un regroupement, on ne le fait pas en claquant des doigts. Et ici, dans cette salle, on est évidemment très heureux d'avoir ces éléments d'explication pour que nous puissions tous ensemble avancer évidemment dans la même direction. Alors j'aimerais bien comprendre, savoir un peu concrètement comment ça se fait. Alors si vous êtes autour de cette table, c'est que vous êtes évidemment d'accord, mais comment, dans le périmètre de chacun, Marie-Reine Fischer, Stéphane Villain, vous allez pouvoir mettre en place ce changement, comment ça va s'opérer concrètement? Alors, tout d'abord, je voulais rappeler que c'est un travail de longue haleine, hein, dans tous les cas. Christian l'a rappelé, avec beaucoup d'échanges, des retours vers nos conseils d'administration, vers nos différents présidents. Et effectivement, après ce travail, nous avons décidé, d'ailleurs accompagné du cabinet Alent, hein, puisque là aussi, d'avoir fait le choix de nous faire accompagner était important, puisqu'il fallait aussi, voilà, celui qui reprend, qui règle, qui oriente. Et donc, on a pu effectivement avancer grâce à cet appui.
Et puis ensuite, bien évidemment, ces travaux qui sont en cours, hein, puisque ces travaux qui sont en cours, puisque c'est ça aussi, c'est des commissions qui se sont créées, ensuite des comités de pilotage avec des retours sur les différentes thématiques. Et ça prend du temps, mais en même temps, c'est assez rapide, puisque le président annonce janvier-février. Alors, je trouve que c'est particulièrement rapide, puisque effectivement, on avait imaginé d'abord prendre plus de temps, mais c'était important aussi que nous puissions avancer. D'un autre côté, nous avions déjà discuté auparavant, à de nombreuses reprises. Donc, c'est vrai que ce travail des différentes thématiques doit avancer. Après, effectivement, on a un calendrier, on essaiera effectivement de le respecter. Mais dans tous les cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est ces différentes commissions qui sont en cours et ce travail qui est mené et ensuite les échanges, les retours aussi à nouveau vers nos différents conseils d'administration. Mais le but, c'est bien évidemment d'avancer et de pouvoir répondre rapidement à ce que nous avons décidé d'entreprendre. Stéphane Villain, il faut mettre son ego de côté, forcément, quand il y a un regroupement. Est-ce que c'est facile de gérer ça? Oui, c'est facile, parce qu'en fait, c'est vrai que le travail, tu l'as dit, en fait, Marie-Reine a été fait au préalable par François et le cabinet Allente. Et il a expliqué qu'on avait tout intérêt à se regrouper. C'était en fait notre volonté dès le départ avec Christian. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes des 3 fédérations travaillent vraiment ensemble. Ils ont su se fédérer eux. Alors pourquoi les élus ne se fédéreraient pas? Aujourd'hui, ça nous permet en fait d'avoir une force de frappe incroyable. Quand je vais, moi, au conseil interministériel, parce que je représente le président de l'ADF, Dominique Bussereau. Et je suis à la table des ministres, il y a 10 ministres en face de nous, il y a donc il y a Airbnb, il y a Booking, il y a donc des gens comme ça, bien sûr aussi des personnalités, je dirais, du tourisme, mais on n'est pas là comme tourisme institutionnel, on est là en fait pour représenter les départements de France. Demain, j'espère, et ça sera en fait aussi un de nos premiers travaux, si je puis dire, c'est vraiment qu'on puisse en fait être à la table des ministres en tant que l'institution, la 3F, en fait. Alors il faudra lui donner un nom, mais voilà, on va travailler sur le sujet. Par ailleurs, c'est vrai que les égos, aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a un sage parmi nous, et ce sage, voilà, c'est en fait le président de OTF, c'est lui aussi qui a... Voilà, qui... Je savais pas, ça c'est... c'est un sage. On a rappelé ce matin qu'il avait 100 ans. C'est très étonnant comme comparaison. Marie-Anne comme moi, on est fougueux, on est jeunes. Mais c'est vrai que... Il était centenaire ce matin, cet après-midi c'est un singe, je sais pas ce qu'il sera demain. Hein. Mais vous savez, c'est quelqu'un effectivement qui permet d'avancer, et je suis sûr qu'avec toutes les équipes, on va faire effectivement du bon boulot. Alors Christian Mourizard, juridiquement, comment on fait? Est-ce que c'est simple là aussi de mettre en place les changements? Il y a forcément des répercussions. Je ne vais pas vous faire une réponse de normand parce que je ne suis pas normand. Je vais vous dire ma préoccupation, notre préoccupation, c'est qu'il n'y ait aucune discontinuité dans le travail de nos équipes. Et c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont ici présentes, que ce soit au sein des offices du tourisme, que ce soit au sein des régions, que ce soit au sein des départements, toutes les missions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, ça continue à travailler. Ça, c'est le premier point. C'est le plus important. Pas de rupture. Efficacité. Efficacité, on l'entend beaucoup de votre bouche. Hein. C'est le maître mot. Je suis un maniaco, psycho-rigide là-dessus. Non, mais c'est vrai. Des formations professionnelles sur les chantiers. Vous savez, un chantier, c'est un chantier. On le commence et on doit le finir dans les délais si on ne veut pas payer effectivement des amendes. Ça m'est resté, etc. Mais la nécessité du dialogue est aussi importante pour que les choses se passent bien. Et c'est ce que nous avons d'abord appris à nous connaître. Comme je suis un singe, à m'apprivoiser. Un sage, j'avais compris un singe. Parce qu'avec les 100 ans que j'ai, j'avais compris un singe. Ben non, mais moi aussi, j'ai compris ça. Ah, toi aussi, tu as moi aussi, j'ai compris singe. Ah, ouais. C'est sage. Oui, c'est mieux sage, oui, je préfère. Ah, oui, moi aussi. Ouais, parce que il y a aussi les vieux singes qui sont des sages en général. Non. Pour revenir à la question, effectivement, je ne dirais pas que le plus dur est derrière nous, mais nous sommes bien au-delà du milieu du gué et nous approchons de l'autre rive. Et ça, c'est très important. La confiance, effectivement, de nos personnels,
de nos collaborateurs est très importante. Parce que si effectivement ils ne croient pas au projet, ben, ils vont nous quitter, ils vont avoir des défections ou, on va dire, la joie de participer à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire, je pense que nous avons tous le désir de réussir. Et ce désir de réussir, nous ne sommes pas non plus des naïfs. Comme dirait l'autre, nous ne sommes pas des perdreaux de l'année. Nous connaissons les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous savons aussi, vous avez parlé d'ego, la liaison entre le global et le particulier. On ne veut pas non plus que cela vienne, je dirais, de la capitale, c'est-à-dire des trois têtes que nous représentons. Nous ne sommes, nous, que l'émanation de l'ensemble de ce que nous représentons. C'est pour ça aussi qu'il y a ces allers-retours quasi permanents et qui fait qu'en même temps, nous rencontrons, et c'est normal, certaines difficultés, mais l'essentiel, c'est de ne jamais reculer. Et nous avançons. Peut-être à petits pas, mais nous avançons. Peut-être question, Christian Morizard, juste un petit mot juste pour nous expliquer, pour rassurer peut-être certaines personnes. Il va falloir former les équipes, parce que quand on fait un regroupement et quand on est dans un domaine comme le tourisme qui avance à grande vitesse, il faut s'adapter, il faut même anticiper le changement. Comment vous allez procéder pour cette formation? Il y aura un volet formation à réaliser? Écoutez, nous avons trois responsables des trois structures qui existaient. Je pense que nous avons là trois compétences très complémentaires. Nous avions des équipes qui avaient des missions qui parfois se chevauchaient, démarche qualité, la formation, puisque c'était aussi, je dirais, des missions quasi régaliennes. Donc, je pense qu'au contraire, de faire travailler ensemble des gens qui étaient sur les mêmes missions, et d'apporter un regard peut-être aussi différent les uns par rapport aux autres, ça ne sera que bénéficiaire pour l'ensemble, on va dire, de cette nouvelle structure. Stéphane Villain, je vous vois acquiescer. Oui, c'est vrai que déjà, on a un certain nombre de politiques qui concernent en fait les trois États, si je puis dire. Quand il est question du vélo, bien sûr, entre l'Office de tourisme, le département et la région, on travaille de concert, bien sûr. Quand il est question du tourisme handicap, c'est pareil. Quand il est question du data tourisme, c'est pareil. Enfin, on est sur beaucoup de sujets. En fait, on travaille ensemble. Donc tout ça va se mettre en place. C'est peut-être que chacun trouve son périmètre, mais ça va être le travail de nos techniciens. C'est vrai que la genèse de l'histoire du tourisme, c'est vrai que l'Office de tourisme vend plutôt son territoire, je dirais, dans une grande région. L'ADT vend plutôt le département en France, dans l'Hexagone, et la région, elle vend plutôt à l'étranger. Mais après, il peut y avoir, en fait, des fois la région qui va faire de l'infra, mais tout ça se complète, et ça va certainement donner de la visibilité, de la lisibilité à nos actions. Ça va donner de la visibilité, Marie-Reine Fischer? Oui, alors en dehors des différents métiers qui se chevauchent, il y a des cœurs de métier aussi, par fédération. Donc l'important pour nous, effectivement, c'est en fait d'arriver à être encore plus performant, puisqu'on le rappelle souvent, nous avons aujourd'hui, au niveau des autres pays, beaucoup de concurrence. Le but, c'est effectivement d'être encore meilleur, c'est d'associer ou d'additionner les compétences de chacun, mais en même temps d'être plus lisible, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, nous sommes plongés dans les métiers du tourisme et comprenons parfaitement ces différentes organisations. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. On nous demande souvent, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais voilà, on a l'impression que vous faites tous la même chose. Et en fait, c'est ça aussi. C'est cette lisibilité qui est indispensable, mais toujours avec ce regard d'être encore meilleur, d'être performant, que ces savoir-faire vraiment soient bien pris en compte et qu'ils permettent d'arriver justement à cette lisibilité d'une part, mais en même temps à arriver à des résultats encore meilleurs. Marcher à la même vitesse, même courir à la même vitesse, faire remonter tous ensemble de toutes les offices de tourisme et fédérations jusqu'à... alors nous, en radio, on parle de tête de pont, mais il y a un autre mot pour vous, ce sera la fédération, la grande fédération nationale des offices de tourisme,
pour parler d'une seule voix. C'est plus simple, Christian Morizard, d'arriver peut-être dans quelques mois, quand le regroupement sera fait, face aux instances gouvernementales pour défendre. Et on sait que ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas de ministère du tourisme. Donc il faut que vous cavaliez entre les différents ministères pour porter la voix du tourisme. Alors, juste un petit bémol, il y a un ministère qui s'appelle au ministère des Affaires étrangères, et grâce d'ailleurs à Laurent Fabius, qui avait structuré, on va dire, la promotion à l'étranger. Et avec, là aussi, une strate, la 4e strate du tourisme institutionnel qui s'appelle Atout France. Et on peut rêver un jour que, effectivement, tout ça soit une seule et unique entité. On peut rêver. Et je reprends les paroles de Marie-Reine, et il est un fait que les discussions que nous avons aujourd'hui sur les différentes thématiques que nous avons abordées depuis ce matin fait que de se retrouver sur une seule fédération apporte beaucoup plus de poids. C'est une évidence. Parce que je ne dis pas que nos interlocuteurs divisent pour régner, mais quand vous y allez les uns après les autres, d'ailleurs, je salue ici mon ami le président de l'ANET, Philippe Sueur, qui est là, assis là, par là, je crois, et avec qui nous devons aussi travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'appuyer sur des relais, des représentations politiques. Et l'ANET, l'Association nationale des élus de territoires touristiques, est la plus à même aujourd'hui de faire porter au plus haut niveau certaines revendications. Parce que nous avons une représentation, les régions politiques avec les présidents de région, nous avons une représentation politique avec les présidents de département. Il est un fait que nous, en tant qu'Office du tourisme, et c'est un constat qu'on a fait depuis des années, nous avions cette faiblesse d'être entendus. Nous n'avions pas de porte-parole. Donc aujourd'hui, entre les présidents de région, les présidents de département, les élus des collectivités locales qui sont en nombre dans cette très belle association, il est un fait que pour tout simplement, non pas exister pour exister, mais pour être un contrepoids à ce qu'on voit aujourd'hui, une forme de déréglementation du tourisme, une forme d'ubérisation du tourisme, il est nécessaire qu'à un moment donné, nous parlions d'une seule et unique voix. Et ce n'est pas évident. Applaudissements. Effectivement, sur vos propos. Peut-être qu'il y a des questions, en tout cas, que certains vous auraient posées, mais sur justement les cotisations. Parce qu'on peut se poser des questions. Est-ce que ce regroupement va obliger à avoir une hausse des cotisations? Là, vous allez pouvoir, sur ce point, Christian Morizard, rassurer tout le monde? Mais attendez, vous voulez tout savoir? Pourquoi vous voulez adhérer à OTF? Moi, si Europe 1 veut adhérer, on leur fera un prix, il n'y a pas de problème. Mais attendez, on n'a pas fini notre... Si, on a fini l'audit, mais l'aspect financier, bien sûr que c'est un aspect important. Vous vous rendez compte? Déjà, faire un mariage à deux, c'est pas évident. La preuve, c'est que sur 5 mariages, il y en a 3 qui divorcent. Bon, nous, on ne veut pas divorcer. Et on fait un mariage à 3. Avec des moyens différents, des capacités financières différentes, et tout ça, ça va rentrer dans les règles du jeu. Il faut qu'il y ait une équité, d'équité, de respect des uns et des autres. On parle beaucoup aussi de respect, on se respecte énormément. Nous avons nos amis d'outre-mer. Bon, il faut qu'aujourd'hui, on prenne en compte cette spécificité de ces territoires nationaux qui sont très loin. On parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Bon, il est un fait que les déplacements, la présence, est-ce que pour cela, on ne peut pas entendre ces gens qui sont à La Réunion, en Guadeloupe, ou en Martinique, ou ailleurs? Donc, tout ça, on est en train d'y réfléchir. Nous sortirons... Alors, il est un fait que nous avons une capacité financière qui nous permet aujourd'hui d'être très sereins. Nous-mêmes, Fédération nationale, et grâce au travail de Jean Burtin, et de toute son équipe de l'époque, nous étions sous tutelle. Donc c'est fini. Donc, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui une fédération très saine sur un plan financier.
Le mot de la fin, j'aimerais que vous trois, vous puissiez peut-être dire un mot, un qualificatif, on en a entendu quelques-uns, pour justement qualifier ce regroupement qui bien augure de belles choses pour le tourisme en France. Moi, je dirais simplement, seul, on va plus vite, à 3, on va plus loin. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Marie-Reine Fischer. Alors en fait, moi je voudrais, peut-être pas un qualificatif, mais dire qu'il y a des dossiers importants, des sujets importants, comme l'observation par exemple, où effectivement ça fait des années et des années que nous essayons de trouver les bons outils, des outils identiques, des informations récentes, précises. Et donc moi c'est là-dessus, vraiment c'est des grands chantiers. C'est vraiment prendre à bras le corps de grands chantiers sur lesquels voilà, on a passé des années à pas avancer et d'avancer sur des dossiers importants. On met la surmultipliée sur les grands chantiers, et on avance et on crée de la valeur ajoutée et un très bel accueil pour tous les touristes qui viennent en France. Absolument. Merci Marie-Reine Fischer. Et le mot de la fin, bien sûr, pour le président. Écoutez, moi je pense que le tourisme, c'est une grande part de rêve. Et du rêve naît le désir. Donc tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que nous concrétisions nos rêves et que nos désirs aboutissent. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite, évidemment, aux offices de tourisme de France. Vous êtes tous là pour cela. Merci beaucoup à... Ah oui, non, c'est pas terminé. Mais je dis juste un grand merci. Et Paul-Antoine va arriver de ce pas pour prendre le relais pour la suite. Ça va? Je te laisse la place. Allez, merci. C'est à toi. Cyril de la Morinerie, mesdames et messieurs. Alors, nous, on a un petit projet, on va faire un regroupement. Oui. Donc on vous annonce une fusion, et non pas une fusion, un regroupement, c'est beaucoup mieux qu'une fusion, un regroupement de nos activités. Absolument. Voilà, comme ça et on va aller beaucoup plus loin ensemble. Oui, voyez, je serai son antenne québécoise. C'est bien, non, comme idée. Ben, vous nous avez donné des très belles idées. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci Cyril. Bien, nous avons prévu d'appeler en fait l'ensemble des personnes qui font partie des 3 fédérations, nos collaborateurs. Donc je vais commencer à en citer quelques-uns et Stéphane et Christian vont prendre la suite. Alors il s'agit de Sophie Benac-Dara, Christelle Berlinguet, Sophie Bonidan, Claire Bourgeois, Clara Carrère, Christelle Caruso. Donc ensuite, Yvonne Choukit, Coralie Damid, Mathieu Daubon, Céline G et Marie Guignon. Alors, Dominique Mérien, Céline Tronchon, Pascal Vinaud, Benoît Artige, Christophe Marché et pour la fin, la meilleure, Véronique Brison. Bonne main d'applaudissements pour les équipes de ces 3 fédérations nouvellement unifiées. Monsieur le Président. Vraiment. Voilà, c'est pas fini. Je peux encore me planter.
Bon. Et les dernières personnes quittent la scène. Alors, mesdames et messieurs, moi, j'aime faire des liens entre ce qu'on a vu au courant de la journée. Notamment, tout à l'heure, on a parlé des émotions qui étaient générées par les sens. Juste avant que la matinée se termine, ça sentait extrêmement bon. Je ne sais pas pour vous si ça a généré une émotion. Moi, j'avais très faim, donc ça a généré toute une émotion. Le repas aussi, c'était assez émotif pour moi. C'était absolument délicieux. Le saumon, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont apprécié le saumon? Oui. Ça m'a permis de découvrir certaines choses, comme par exemple le culte, l'amour, le respect immense que vous vouez au café ici. C'est... Peut-être que nous, on banalise le café. Ça, c'est possible. Hein? Nous, c'est des réservoirs, en fait. Écoutez, c'est des camions-citernes de café. On boit ça sans y réfléchir. Vous, c'est sacré. Les gens disent « Non, 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 on attend le café. » Je fais « Oh! » Je vous ai pas demandé de vendre votre enfant, là. Peut-être sauter le café puis revenir à la pause. Mais je respecte ça. On a pris un peu de retard, donc je suis en train de l'accentuer. Mais on a pris un peu de retard et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rogner un peu sur la pause qui devait commencer il y a 10 minutes. Vous avez constaté qu'on n'ira pas en pause, hein, j'imagine. Donc, on va poursuivre et on va peut-être déborder un tout petit peu. Pas tellement, mais on va déborder un tout petit peu. C'est important de passer toutes les conférences qu'on a prévues pour l'après-midi. Pour la prochaine, j'aimerais qu'on expérimente quelque chose ensemble. On parle de relations clients. Hein? On parle de relations clients avec les gens, avec les touristes, avec les gens qui viennent visiter nos territoires. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la relation, c'est-à-dire, oui, on doit communiquer avec eux, mais il faut qu'on reçoive d'eux aussi. Donc, en tant que touriste, je vous parle de mon point de vue, on a une responsabilité aussi. Si on veut que l'expérience soit optimale, il faut qu'on donne, nous aussi. Il faut qu'on participe, il faut qu'on donne du feedback, il faut, vous voyez, et c'est un peu le même principe quand on est assis dans une foule. On a une grande responsabilité de donner de l'énergie à ceux qui sont sur scène. Et là, je pense que c'est un bon moment pour réviser vos techniques d'applaudissement. Français, c'est pas au point, là. OK? Non, mais je ne veux pas vous insulter. Absolument pas. Au contraire, moi, je suis là pour élever la France. Non, c'est une blague. C'est une blague, la France. Comment? En fait, il y a plusieurs techniques d'applaudissement. On les pratique rapidement ensemble. Vous connaissez les applaudissements de golf? On essaie ensemble. C'est applaudissements polis. Ouais, c'est très bien. Vous connaissez le slow clap? Vous savez, c'est les applaudissements, un peu de dérision. Pas trop de rythme. C'est bien. J'espère que ce n'était pas senti envers moi. Comme un peu insulté. Ensuite de ça, il y a l'applaudissement protocolaire un peu. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des gens qui viennent de fusionner des fédérations et vous voulez applaudir. J'aime ça, vous l'avez très bien. Et finalement, il y a la dernière sorte d'applaudissement. Et ça, c'est comme votre pouvoir magique en tant que public. Et ça, il faut l'utiliser avec parcimonie. Hein? On a le rappel trop facile, nous, au Québec. Chaque fois qu'il y a un artiste de seconde zone qui vient faire un spectacle, on l'applaudit comme si le sort d'un otage en dépendait. Et non, c'est important que ça soit vraiment senti. Et c'est important aussi qu'on s'en serve comme pour envoyer une espèce de décharge d'énergie à ceux qui vont s'adresser à nous, à ceux qui vont participer. Et là, on en a besoin. On parle d'émotion, on parle d'agilité, on parle d'acrobatie jusqu'à un certain point qu'on doit réaliser dans le but de permettre nos transformations. Les deux prochains intervenants ont vécu ce type de transformation et ont un regard unique que je crois vous allez apprécier sur ce que sont les transformations et sur ce qu'est cette agilité. Alors, dans le but d'avoir le meilleur spectacle possible, je vous demande de commencer à applaudir lentement. Allez-y, allez-y, allez-y. On augmente, on augmente. Et le tonnerre d'applaudissements, ouais! Que le spectacle commence! Oh, tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir avec autant d'applaudissements. En général, dans mon métier, c'est à la fin, les applaudissements. Alors, déjà, cette petite musique, vous avez vu, elle est très entraînante. Il faut savoir qu'elle a été composée par un compositeur tchèque qui s'appelait Julius
Futzik en 1897, et ça reste quand même l'image dans le monde entier de ma profession. Ma profession, c'est bien sûr celle du cirque, c'est celle de mes origines surtout, car mon nom va certainement vous évoquer de nombreuses choses. Je suis Firmin Grus et je suis le fils d'Alexis Grus. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas Alexis Grus sur la scène, merci. Vous avez la 5e génération, car dans notre famille, le travail se transmet de génération en génération, et les entreprises aussi. Et quand on m'a demandé si je voulais venir à votre conférence, à votre convention pour pouvoir m'exprimer et puis faire un parallèle entre votre métier de la culture, du tourisme et notre métier, eh ben, ça a été avec grand plaisir. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, a été réalisé avec une équipe formidable. Et vous allez voir mon futur partenaire, qui est un partenaire aussi exceptionnel. Donc, pour vous parler un petit peu de ma personne, je suis d'abord acrobate à cheval. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Ensuite, je suis équilibriste sur échelle libre. Ça, c'est une discipline individuelle que dans notre famille, on a tous, du côté de mon père, Alexis Grus, une discipline équestre commune, l'acrobatie à cheval. Et du côté de ma maman, parce que j'ai aussi un deuxième blason, c'est que ma maman est de la famille Bouglione. Et voilà. Mais sur l'enseigne, on n'en a mis qu'une. Voilà. Et du côté de ma maman, elle nous a toujours dit, si un jour les pistes disparaissent et que vous ne pouvez plus emmener vos 50 chevaux, il faudra que vous puissiez vous présenter, faire vos prestations, et donc vous allez tous apprendre une discipline. Moi, j'ai appris l'échelle libre, l'équilibre sur échelle libre. Ma sœur a appris le fil de fer. Mon frère, jongleur, et mon autre frère, équilibriste. Et ça nous permet, en conjuguant nos deux disciplines, que ce soit l'acrobatie à cheval et puis nos passions équestres, et puis nos disciplines individuelles, aujourd'hui de pouvoir innover en permanence dans notre famille et dans notre entreprise. La personne à qui je vais demander de me rejoindre, c'est Vincent Giraudot. Et il va être mon partenaire pour vous faire une petite démonstration de jonglage. Alors attention, hop. Oh là, on recommence, il fait chaud. Hop. 6. Et voilà. Alors je suis très honoré de pouvoir aujourd'hui venir sur la scène avec Vincent, car Vincent, c'est un ami de 20 ans. C'est un ami qui a partagé ma passion, notre métier. Il a été acrobate à cheval, il a été saltimbanque. Je lui ai fait toutes les pires misères que l'on peut faire à un partenaire, parce qu'il a été aussi mon partenaire dans toute la partie burlesque. Et au bout de quelques années, 6 ans de travail parmi nous, avec nous, dans notre compagnie, il a décidé de monter son entreprise, parce qu'il avait aussi d'autres envies, d'autres volontés. Il s'est spécialisé dans la prévention des risques, les conventions, les séminaires. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis sur scène, parce qu'il m'a dit l'autre jour, on a une grosse convention qui est sur l'Office du tourisme. Est-ce que ça t'intéresse de partager ce moment avec moi et de venir parler de ton métier et de l'évolution, parce que vous allez découvrir tout au long de cette conférence que quand on a un nom comme le mien, Grus, pour le faire évoluer, ça demande énormément de remise en question. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la remise en question est partout, permanente, mais que la plus difficile des choses dans la vie, c'est de changer ses habitudes. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer comment, dans ma famille et dans notre entreprise, on l'a fait. Et donc, Vincent Giraudot, je te laisse un petit peu rebondir. Oui, ce qu'il ne vous a pas dit, ce qui nous anime, alors il a dit on se connaît depuis 20 ans, c'est depuis 40, mais voilà. On se connaît depuis quelques années. Oui, c'est vrai que ça fait... Enfin... Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ce qui nous a toujours animés et ce que son père nous a transmis, parce que ça a été finalement notre professeur à tous les deux, c'est sa définition de l'art. Il dit que c'est le travail effacé par le travail. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde. Et c'est finalement ce qui nous a animés et ce qui nous a permis de progresser.
Tu peux peut-être quand même nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la compagnie Alexis-Grus, puisque tout le monde ne connaît pas en chiffres. D'abord, notre histoire. Il faut savoir que notre famille est dans le cirque depuis 1854. C'est un tailleur de pierre alsacien, André-Charles Grus, qui a hébergé pour l'hiver une famille de saltimbanques à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace. Ils étaient bloqués par la neige et ils cherchaient refuge chez l'habitant. Le tailleur de pierre avait une grande demeure. Il a permis à la famille et à la compagnie de s'installer dans sa demeure pour l'hiver. Et le long tout de l'hiver au coin du feu, le tailleur de pierre est tombé amoureux de l'écuyère italienne. Au printemps, il a fermé son entreprise et c'est le premier Grus qui est parti sur les routes avec cette compagnie de cirque. Et c'est vrai que depuis 1854, notre famille a toujours évolué. Après-guerre, des grands cirques comme le Radio Circus, le Grand Cirque de France étaient dirigés par mes grands-parents. Là, c'était l'après-guerre, il fallait que tout le monde s'amuse. Les chapiteaux faisaient 5000 places, ils faisaient 300 villes par an à peu près, des villes de courtes étapes, mais ils traversaient toute la France. Les chapiteaux refusaient le public, donc c'était l'abondance. Et c'est vrai qu'il y avait plus de 250 salariés, toutes les sortes d'animaux. Toutes ces choses-là ont bien évolué en fin des années 60 où l'entreprise familiale a fait faillite. Et mon père est parti avec ma mère vivre en Espagne pour faire l'artiste, pour reconstituer un petit capital. Et en 71, ils sont repartis sur la route avec un tout petit chapiteau, le frère, la belle-sœur, une petite troupe. Et en 74, la bonne fée, ça a été Sylvia Montfort. Sylvia Montfort, qui était directrice du centre culturel de la ville de Paris. Ça, c'est important. Elle avait organisé, pour l'anniversaire du bicentenaire de l'arrivée du cirque à Paris par un militaire, Philippe Asselet, major anglais Philippe Asselet, une magnifique exposition qui montrait l'origine de notre métier. Car notre métier, il est né en 1768 à Londres. C'est un major anglais, Philippe Asselet, démobilisé, qui a utilisé son savoir-faire équestre avec des cavaliers pour faire du spectacle. Et il a eu la merveilleuse idée de faire venir des saltimbanques pour le rejoindre sur la piste. Et ça a donné naissance à cette forme de spectacle, mêlant les chevaux, le savoir-faire équestre militaire et les saltimbanques, toutes les disciplines que vous connaissez et qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui. En 1974, ça a été une révolution à Paris, parce que les cirques, pendant les années après-guerre jusqu'à fin des années 60, étaient de plus en plus grands, gigantesques. C'était celui qui avait le plus de mâts, le plus de places, le plus de caravanes, Mais on avait perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passe sur cet espace scénique de 13 mètres de diamètre, composé de terre et de sueur, là où les chevaux peuvent évoluer, ainsi que les saltimbanques. Ça a été une révolution à Paris, ça a fait la une de tous les journaux. Le cirque était plein à craquer, il était dans la cour de l'hôtel Salé, qui est aujourd'hui l'actuel musée Picasso, et ça a duré comme ça pendant quelques années. Ensuite, Sylvia a dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour valoriser le cirque? Mon père a dit, il faut monter une école, parce qu'il n'existait pas d'école. Ils ont monté donc la première école de cirque en France, et 45 ans plus tard, il y en a plus d'1 millier. Ça, c'est important de le savoir. En 82, Jacques Lang cherchait un cirque pilote pour l'État. Il a demandé à mon père et à ma famille s'ils voulaient être cirque national. Donc, encore une fois, on est reparti de Paris avec grosse machine, grosse structure, une aventure qui a duré 5 ans, qui s'est achevée en 87. Mais notre famille n'a sans cesse évolué. C'est-à-dire, la première chose, c'était la création. Tous les ans, nous avons, dans notre famille, créé un nouveau spectacle avec un thème, avec une manière de faire, avec les artistes, avec la famille et les chevaux. Voilà, jusqu'à 94, notre installation dans le Vaucluse, où on a un parc de 13 hectares. Pareil, c'était la même vocation, c'était ouvrir les portes vers le public pour pouvoir montrer notre savoir-faire et le faire évoluer. Et la suite des événements, c'est jusqu'à aujourd'hui, une 5e génération qui a repris les rênes, qui a continué à faire évoluer les choses. Et je vous raconterai la suite tout à l'heure dans nos dernières aventures. Alors, c'est aussi une entreprise. Une entreprise. Alors une entreprise, là c'est le côté le plus difficile. Voilà, gérer, il faut tout gérer. Alors plus on gère, plus il y a à gérer. Moi d'abord, je suis acrobate à cheval, je vous ai dit. C'est pas difficile, il faut mettre le cheval au bon rythme. Et une fois que le cheval et que l'acrobate est en forme, il monte sur son dos et puis il peut évoluer.
En plus, on a appris à faire les choses. Moi, j'ai confiance en mon cavalier, en ma monture, et le cheval a confiance en moi. Dans l'entreprise, c'est beaucoup plus difficile parce que, bien sûr, il y a la vie au quotidien, mais il y a aussi l'évolution. Et je pense que nous sommes confrontés dans vos offices du tourisme et dans notre domaine culturel au même problème, l'évolution trop rapide du monde autour de nous, qui nous laisse un petit peu pour des anciens. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je vous parle de cirque, mais depuis les années 2010, nous avons fait le choix de parler de compagnie. Parce que chez Alexigrus, nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, un véritable savoir-faire, une particularité. C'est authentique et c'est unique. Cette partie unique, elle vient justement de notre famille, où tous les membres sont artistes, les chevaux, et j'en étais où? L'entreprise. Voilà. Non, j'en étais à ma monture, voilà, avec mon cheval, à l'entreprise. Oui, c'est le problème quand on part trop loin. J'ai un père qui parlait énormément, et j'ai pris des habitudes comme lui. L'entreprise, il faut la faire évoluer. Il faut s'adapter. Le monde actuel, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc on n'a plus le temps d'aller voir du spectacle, on n'a plus le temps de prendre de l'émotion, on n'a plus le temps d'aller voir les choses, on n'a plus le temps de prendre la voiture. D'ailleurs, pour venir voir un spectacle à Paris, il faut partir à 18h et rentrer à 1h du matin quasiment pour voir le spectacle à 20h. Donc tout ceci, l'entreprise, il va falloir la remettre en question, et c'est mon travail, parce que depuis cette année, j'ai pris la gérance, mais ça fait quand même 20 ans que je travaille au quotidien à faire évoluer ces choses en matière de communication, en matière d'image et en matière de moyens. Voilà. Donc, si Firmin est là, en réalité, quand on m'a demandé d'intervenir, on m'a demandé si je pouvais venir avec Alexigrus. J'ai dit non, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Mais je voulais que ce soit Firmin parce que ça avait beaucoup plus de sens sur l'avenir. Si Firmin est là aujourd'hui, et ce qu'il va vous expliquer juste après, c'est qu'il a repris l'entreprise de son père. Il y a eu un véritable passage de relais, qui n'est pas forcément simple. Son père qui avait créé ça donc en 1974, il a aujourd'hui 75 ans, et c'est difficile de lâcher. Et ce n'est pas juste un alignement d'étoiles qui fait que c'est le moment de lâcher. C'est en réalité Firmin qui a inspiré confiance à son père, à l'aide de son frère aussi, qui est metteur en scène dans le spectacle, et qui lui a fait dire, voilà, c'est le moment. C'est le moment par rapport à ce que tu as créé, par rapport à ce que tu as transformé. Il n'a pas simplement transformé l'entreprise, il a transformé aussi son métier, son art, et qui fait que son père a dit, voilà, c'est le moment, je te laisse les rênes, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant, c'est que tout ça, ça ne s'est pas fait comme ça, par hasard, ça s'est fait sur un socle très, très puissant, et qui est finalement orienté autour de 3 piliers essentiels qu'on va vous expliquer. L'équilibre, l'innovation et l'envie. Alors dès que je parle d'équilibre, il s'en va. Il n'est pas à l'aise avec l'équilibre pour un artiste. Oui. En fait, je sais pourquoi depuis tout à l'heure il y a un petit souci, c'est que j'ai l'habitude quand même dans mon métier de prendre un petit peu de hauteur. Alors prendre de la hauteur. Alors si ça ne te dérange pas, je vais prendre de la hauteur pour nous parler de l'équilibre. Pour parler de l'équilibre. Alors bon, l'échelle, elle est... Ce qui est formidable, c'est qu'on a un métier, moi je suis acrobate, ma spécialité c'est les échelles, son métier à lui, c'est de dire à tout le monde qu'il ne faut pas monter sur les échelles. D'interdire les échelles, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas dangereux l'échelle, il suffit de s'entraîner un petit peu. Donc l'équilibre, voilà. Une fois qu'on est là-haut et que tu es à l'aise, on peut l'applaudir, voilà. Oui. Alors ça, c'est vraiment ma spécialité. Il faut savoir que ça évolue. J'évolue sur 3 échelles différentes. Il y a celle-ci, qui permet de faire des acrobaties. Le barreau du milieu est écarté un peu. On peut passer à travers. Je ne le ferai pas avec les mocassins, mais on peut faire plein d'exercices. J'en ai une autre où il y a 2 plateformes où on peut monter debout et jongler, avoir les mains libres. Et la dernière, c'est sur les bras, où là, on fait un poirier, ce que vous appelez un poirier, ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, un équilibre sur les bras. Et avec cet exercice, j'ai d'ailleurs un record du monde, plus de 39 secondes. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, en fait, dans ma philosophie, dans la manière d'appréhender et de travailler dans l'entreprise, je pense que cette discipline m'a apporté énormément.
Et j'arrive à le comparer, par exemple, par rapport à mon frère qui est jongleur. Mon frère, il jongle à peu près 4 heures par jour. Le temps d'entraînement pour avoir un niveau comme celui de mon frère, qui est l'un des meilleurs au monde. Alors la particularité aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est que mon père a appris à mon frère à monter à cheval, ma mère lui a appris à jongler, donc ils en ont fait le meilleur jongleur à cheval au monde. Voilà. Mais 4 heures de jonglage quotidien pendant 40 ans. Ouais. Voilà. Qui lui permettent de... Mais dans sa manière de jongler, quand il jongle, hop, la massue tombe, il la récupère et il recommence. Moi, sur l'échelle, à chaque fois que je tombe, ça fait mal. Donc, on développe forcément un instinct où on anticipe. Parce que, pourquoi j'arrive à tenir sur mon échelle? C'est parce que je suis en mouvement, en permanence. Je cherche l'équilibre. Sauf que, au départ, le mouvement est très brut, très cafouillage. Mais plus on travaille, parce que j'ai quand même passé un certain nombre d'heures sur cette échelle, plus on travaille, plus on va développer un sens. C'est mon 6e sens chez moi, c'est celui de l'équilibre. Il arrive à anticiper, j'arrive à vous parler, alors que je ne réfléchis pas au mouvement que je fais avec mon corps. Et c'est un petit peu comme apprendre à faire du vélo, sauf que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Voilà. Mais cette discipline, elle est intéressante parce qu'elle donne de la hauteur, elle accroît aussi les risques. C'est-à-dire que les chutes, je vais vous en parler, moi j'ai toujours rajouté des difficultés dans toutes mes disciplines. Ma dernière échelle, elle fait 3 mètres, mon podium fait 1 mètre, je suis debout dessus, c'est-à-dire que je suis à 5 mètres, 6 mètres même ma tête, et j'arrive à faire un saut périlleux, arriver sur un matelas en bas. Plus on rajoute de difficultés, c'est juste la manière dont on apprend les choses qui est importante. Et dans mon entreprise, c'est la même chose. À chaque fois que je prends un risque, j'analyse et je vérifie que je suis capable d'assurer ce risque en toute sécurité. Bon, je vais descendre parce que... Alors, ce qu'on voit, c'est intéressant, vous avez remarqué. Voilà. On peut l'applaudir encore. Alors après, comme il y a juste la pause, on fera un atelier échelle libre. Voilà. Ça vous dégourdira un petit peu, mettra en forme. Alors finalement, pour rester en équilibre, vous avez tous remarqué qu'il faut être en mouvement. Dès qu'il s'arrête, il tombe. Et en même temps, s'il veut bouger, 1 ou 2 fois, il est allé en avant, en arrière, il faut se mettre en déséquilibre. Il faut prendre un léger risque pour aller en avant et pour continuer à avancer. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, parce que là, il n'a pas fait forcément beaucoup d'acrobatie sur l'échelle, mais en permanence, quand il est sur l'échelle, il est en train de penser à « et si ça se passe mal ? Et si la lumière se coupe ? Et s'il y a un trou dans le plancher ? Qu'est-ce que je fais ?» Donc on est en permanence en train d'anticiper, en train de gérer ces fameux écarts que vous connaissez entre le prescrit et le réel. Parfois, nous, dans nos entreprises, on se barde de certification pour être sûr d'avoir le dossier qui permet de savoir exactement ce qu'on fera dans 6 mois en ayant coché une case, etc. Et puis en fait, il y a les fameux aléas, souvent d'ailleurs liés à l'humain. Dans le spectacle vivant, on est en permanence en train de se dire « et si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais ?» Et on garde 80% de notre énergie, 80% de notre cerveau sur « qu'est-ce que je fais en cas d'imprévu ? Qu'est-ce que je fais si le cheval s'arrête ? Qu'est-ce que je fais ?» etc. Et ça, c'est parce qu'on a un socle solide, des bases, les gammes, et qu'après, on peut gérer ces écarts prescrits réels. Le deuxième pilier, peut-être dont on peut parler, c'est l'innovation. L'innovation. La création, qui permet d'avancer, qui permet de se mettre en déséquilibre, comme on a expliqué tout à l'heure. Le mieux pour l'illustrer au départ, c'est peut-être de vous montrer un petit film qui reprend une des créations de la compagnie Alexiorus. Parce qu'il y en a Ce qui est intéressant surtout, c'est justement de faire ce parallèle entre notre musique d'intro, le film que vous allez découvrir, donc le nombre de créations de spectacles. Celui-ci, c'est un des derniers spectacles qui a été présenté à Paris, pas l'an passé, parce que l'an passé, nous avons fait un hommage aux 250 ans de la piste, Philippe Asselet, donc c'était très militaire et très contemporain dans la deuxième partie. Mais ce spectacle, ce clip que vous allez découvrir, c'est une rencontre avec une compagnie extraordinaire qui sont les Farfadets, qui évoluent dans les airs, et nous, on évolue sur les chevaux. En plus, je vous dirai un petit secret par la suite, après la diffusion de la vidéo. Merci.
Je dis mon petit secret maintenant. Bah oui, moi je le connais, mais Mon petit secret, c'est qu'après avoir rencontré la compagnie des Farfadets en 2014 dans le Théâtre Antique à Orange pour créer un spectacle entre terre et ciel qui s'appelait Pégase et Icare, 4 ans plus tard, je me suis marié. Voilà. Non, mais c'est aussi ça notre métier, c'est un métier humain. On a le même métier, je pense. Le contact humain est permanent. Donc pour parler des créations, Innovation. tu voulais rebondir ? non. L'innovation, la création. La création, c'est vrai que c'est notre moteur dans la famille. Comme vous avez vu, moi j'ai fait de l'échelle libre, de l'acrobatie à cheval, mais aussi avec Vincent, j'ai fait des numéros d'acrobatie au sol, on a fait des numéros de jonglage, on a fait des numéros comiques, on a fait... qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a fait de la musique. Et donc, c'est une gymnastique. Plus on apprend à faire de choses, plus on a envie d'en faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut redonner envie aux gens de faire les choses. Parce que plus personne n'a rien envie de faire. On prend son téléphone, on prend sa tablette, on tape sur Google et on a l'impression de tout savoir et de tout pouvoir faire. Ça, c'est vraiment, je pense, notre plus grand point commun. Comment se remettre en question. Donc les spectacles, celui-ci, c'était le 43e. L'année dernière, on a eu le 44e. Entre-temps, on a créé aussi des opéras, la flûte enchantée, avec les concerts colonnes sous notre chapiteau, 2 années de suite. On a fait des spectacles pour Hermès au Grand Palais. On a fait le Salon du Cheval, un spectacle d'1h30, essentiellement équestre, parce qu'en général, dans nos spectacles, on mixe des numéros, des tableaux équestres et des tableaux d'acrobatie, etc. Mais c'est vrai qu'on est capable aussi de présenter essentiellement des tableaux équestres. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la communication, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'image du cirque. Comment j'ai réussi à la changer chez nous ? C'est en parlant de compagnie, d'une part, parce qu'on a une véritable compagnie, que ce soit les 50 chevaux, la famille et l'équipe autour, et que l'on est sur la création. Le problème du cirque aujourd'hui, c'est que c'est faire ses courses. Aujourd'hui, quand on va au cirque, on voit des numéros, on le voit une année chez l'un, une année chez l'autre, une année chez l'autre, et puis en fait, ce sont toujours les mêmes qui se produisent. Et la différence, c'est que le producteur de spectacle, moi, je ne me sens pas concerné parce que je ne suis pas un producteur de spectacle. Je produis ma propre famille dans mes propres conditions et que j'essaye de les mettre au mieux possible. Donc cet état d'esprit de création, j'apprends mon métier, je le fais évoluer en permanence, on crée des spectacles en permanence, il est lié aussi au travail équestre. Les chevaux, ce ne sont pas des intermittents. Les palefreniers non plus. Tous les matins, 7h30 dans la piste, quasiment 360 jours par an. Il y a 1 jour de repos par semaine, mais le cheval, vous ne pouvez pas le laisser au box. Vous ne pouvez pas le laisser sans travail. Il perd toute sa musculature, il perd ses habitudes, il perd son savoir-faire. Il a aussi besoin d'aller à la détente, au paddock. Il a besoin de faire des promenades. Il a besoin de soins, d'attention, de douche, etc., etc. Comme il y en a 50 dans notre cavalerie, parce qu'il y a 3 disciplines qui sont bien distinctes, qui sont l'acrobatie à cheval, c'est-à-dire le cheval nous sert de porteur pour soit faire du travail au surfait ou debout sur son dos. La deuxième chose, c'est le travail en liberté avec le maître écuyer qui est au milieu de la piste, qui peut, avec sa chambrière, la chambrière n'est pas faite pour taper. La chambrière est la baguette du chef d'orchestre. Elle permet de donner les indications. Chaque cheval, lorsqu'il est autour du maître écuyer, observe tous les gestes et la voix. Ce sont 2 indications complémentaires qui permettent jusqu'à 17 chevaux, vous l'avez vu dans le tableau de la poste, à évoluer simultanément dans la piste. Et puis la dernière discipline, c'est la haute école, ce qui est pratiqué à Saumur ou bien au Cadre Noir, ou Cadre Noir de Saumur, c'est la même chose. La garde républicaine, je voulais dire. Voilà. Donc ces 3 disciplines, on est en perpétuel mouvement, que ce soit d'un côté les disciplines saltimbanques, le travail avec les chevaux, les créations de spectacles, la remise en question, et c'est comme ça qu'on a pensé faire évoluer aussi notre entreprise. Justement. Oui. Moi, je voudrais surtout que tu nous expliques justement cette transformation. L'an dernier, il y a eu une grosse discussion dans la famille avec la reprise de la compagnie. Et puis, il y a une idée qui a émergé. Et avant de vous présenter cette idée, Firmin, je voudrais vraiment insister sur le fait que pour qu'elle émerge, il a fallu un certain nombre d'ingrédients, et notamment aller observer, s'ouvrir, donc aller regarder d'autres formes de spectacles, d'autres formes d'art qui, a priori, ne sont pas forcément comparables, et pourtant on peut s'en inspirer.
Deuxième phase, il a fallu embarquer tout le monde. Et ce n'est pas forcément simple parce qu'il travaille en famille. Donc c'est embarquer sa famille, embarquer tous les salariés pour leur dire voilà, on va changer notre manière de travailler. Et puis après, il a fallu prendre un risque. Et ça, c'est pile maintenant la prise de risque, c'est-à-dire on se lance. Et donc c'est quoi ce projet? Alors attends, d'abord, il y a eu la création, quand on parle de la création, de l'évolution. Si il n'y a pas de secret, en fait. La vie, on peut toujours prévoir les choses, mais en faisant les choses, les rencontres donnent les naissances. La rencontre avec les Farfadets, c'était pour créer un spectacle dans le Théâtre Antique à Orange. On l'a fait 3 années de suite. Une année avec les Farfadets, une année avec le Cadre Noir de Saumur et une année avec la Garde républicaine. On a quand même ramené 90 chevaux dans le Théâtre Antique à Orange. Sur la scène, il y avait une carrière et dans l'orchestra, il y avait la piste. 2h40 de spectacle, un orchestre live, parce que ça, c'est permanent dans nos spectacles, et un succès extraordinaire. Ces spectacles nous ont donné l'envie de bouger. On a eu l'idée de repartir en tournée, mais non plus sous des tentes, mais dans les zéniths. On est venu il y a 2 ans à Épernay, au Millésium. Nous avons présenté notre spectacle, justement. C'était Pégase et Icare. Mais voilà, tous les 2 ans, maintenant, nous avons mis en place ces tournées dans toute la France, dans les zéniths. Alors, la première fois que j'ai appelé une salle pour avoir l'accès à la salle avec les 50 chevaux, et la piste et la terre, la première chose a été non, ça va être compliqué. Donc un ami, le directeur du Nicaïa, m'a ouvert les portes, m'a dit si tu veux faire ton spectacle chez moi, il n'y a pas de problème. On a fait Nice et Strasbourg. L'année d'après, toutes les salles de France nous ont dit vous êtes les bienvenus. Et on crée depuis comme ça, tous les 2 ans, une tournée dans les zéniths. C'est formidable parce que l'accessibilité, le confort, la visibilité, l'adresse. C'est important de comprendre qu'une adresse, les places publiques ont disparu parce que toutes les révolutions sont parties des places publiques. Je ne sais pas si c'est lié, mais aujourd'hui, on ne peut plus installer un chapiteau en plein cœur d'une ville. Et les zéniths sont des adresses formidables, les salles polyvalentes, la halle Tony Garnier, etc., le Millésium à Épernay. Ça a été la 2e étape. Mais ensuite, on a eu cette crise des attentats. Les attentats, c'était une catastrophe pour nous. D'un seul coup, plus personne ne veut sortir, plus personne ne veut venir dans les lieux publics, surtout que notre chapiteau à Paris fait 3000 places. C'est un peu oppressant et un peu stressant. En plus, on est à la lisière de Paris, on est dans le 16e, mais on est dans le bois de Boulogne, à côté du lac. Donc un lieu mal fréquenté le soir, soi-disant. Alors on a mis des navettes en place, des bus qui emmènent les spectateurs du chapiteau au métro. On a mis un service d'ordre, un service de sécurité, etc. Et la dernière nouveauté, c'est ce qui va se passer cette année. C'est comment changer, parce que les spectacles sont trop longs, 2h40, 2h30 de spectacle, on n'a pas le temps d'aller dîner avant, on n'a pas le temps d'aller dîner après, le mode de consommation a évolué. Il faut qu'un spectacle, aux États-Unis, c'est 75 minutes à Las Vegas, parce qu'après, il faut retourner au casino. Mais à Paris, le mode de consommation, c'est compliqué aussi. Prendre la voiture, aller dîner, aller voir le spectacle, après récupérer la nounou, etc. etc. Donc cette année, on va créer un concept tout à fait nouveau. Et ce concept, il est parti de 2 choses très importantes. C'est l'ADN des Grus, c'est-à-dire qu'on est tous artistes, on a tous des valeurs particulières et complémentaires. Donc on veut tous se présenter toujours sur la piste. La deuxième, c'est que chez Alexis Grus, il y a 50 chevaux. On ne veut pas se séparer de nos animaux parce qu'on a grandi avec, parce qu'ils sont toute notre vie. Donc nous avons créé les Folies Grus. Les Folies Grus, c'est un lieu qui va ouvrir, par exemple, en soirée à 19h30. Vous allez vivre une véritable expérience. À partir de l'accueil, vous aurez mon neveu, celui qui adore les chevaux, qui passe sa vie avec, parce qu'il y en a un qui est responsable des écuries, il y en a un qui est responsable, mon frère est metteur en scène, moi je suis directeur administratif et technique, mon autre neveu est responsable de toute la partie technique, son et lumière. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi à fonctionner dans notre entreprise familiale. Parce que la première question, c'est pas trop dur de travailler en famille. Il y a un moment, soit on travaille en famille, soit on travaille quelque part, mais il faut bien travailler avec les autres. Et nous, l'avantage en famille, c'est qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres. Ces valeurs communes que l'on a partagées sur la piste nous permettent à côté de bien évoluer. Donc vous allez avoir Alexandre Grus, le maître écuyer, qui va vous accueillir à l'extérieur du chapiteau à cheval, en plein air, avec sa monture. Ensuite, vous allez avoir un vestiaire, c'est une innovation, vous pourrez poser vos vêtements. Et puis vous allez marcher un petit peu, et puis sur la gauche, vous aurez 2 chevaux. 2 chevaux parce que le temps que l'on passe à soigner nos chevaux,
à les doucher, à les brosser, à les bichonner du matin au soir. On s'occupe mieux d'eux que de nous, hein, ça c'est sûr. Et il y aura un groom qui va pouvoir vous expliquer son pédigré, qu'est-ce qu'il a fait, quel âge il a, de quelle race il est, parce qu'il y a plusieurs races, il y a plusieurs robes, il y a plusieurs générations de chevaux. Vous allez rentrer dans le hall d'accueil et là, vous aurez des surprises, des animations surprises. Vous pourrez prendre un verre, parce qu'il y aura un véritable bar, il y aura des animations, plein de choses, un espace lunch. Et puis, à 20h30, les artistes, hop, vous emmènent dans le chapiteau principal. Et là, vous allez avoir un spectacle qui va durer qu'1 heure et quart, très intense. Et quand vous allez sortir, les artistes vont vous accompagner jusqu'à l'extérieur dans le hall d'accueil. Et là, vous allez pouvoir dîner sur place avec des food trucks, avec un côté terre, un côté mer, un côté sucré, un côté bar, et puis encore d'autres animations. Et surtout, l'ouverture, parce que nous sommes tous artistes, musiciens, nous aimons partager notre culture, nos valeurs. Et nous allons permettre à des groupes musiciens et chanteurs de pouvoir évoluer sur une scène au Folies Grus, et aussi comme ça pouvoir avoir ce partage et cette place de choix pour changer notre métier. Voilà, tout simplement. Donc Et la dernière chose que je voulais dire aussi, ajouter, c'est pour créer ce projet, on s'est posé toutes les questions. On s'est dit, on n'est pas des producteurs, il n'y a pas que des chevaux chez nous. Le problème, c'est que prendre la voiture, etc., c'est compliqué. Il y aura aussi dans l'après-midi un espace kids. Mais surtout, on a monté le projet de A à Z en se posant la question pourquoi on ferait ça et pourquoi on ne le fait pas. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'arrivé devant Alexis Grus himself, le grand Alexis Grus, on a réussi à lui dire voilà ce qu'on veut faire et on va le faire. Parce qu'on s'est posé toutes les questions et la remise en question s'est faite de bon sens. Donc on voit... Merci. Cette innovation, c'est pareil, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Ça se transmet aussi. Et ce qui est très très fort dans la piste et dans cette famille, c'est qu'il y a une véritable volonté en permanence de transmission de génération en génération. Moi, je dis souvent que j'ai appris, parce que j'ai démarré ce métier-là à 20 ans, simplement, et j'ai appris autant de choses le soir à table, dans la caravane, avec son père, avec son grand-père, que finalement en entraînement dans la piste. C'est-à-dire qu'on s'inspire énormément de l'expérience des anciens. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à faire dans le monde de l'entreprise. On compense ça par des milliers et milliers d'euros qu'on dépense en formation, qui sont certes très utiles, mais on ne s'appuie pas assez sur le savoir-faire des anciens et qui repartent finalement en retraite avec ce savoir-faire. Et là, il y a un véritable échange. Et cette innovation, cet échange avec les anciens, il permet aussi la confiance. Je pense que ce dernier pilier est essentiel parce que la confiance, ça s'acquiert, ça se donne aussi. On a parlé des partenaires, donc il y a la confiance entre les artistes et puis il y a la confiance avec l'autre partenaire qui est le cheval. Donc sur cette confiance. La confiance et l'envie. Et l'envie. La confiance et l'envie. Ce sont deux choses qui sont chez nous indissociables. Je vous le disais tout à l'heure, la famille, on a cette confiance. On a cette complicité, on a dans les moments difficiles. On a vécu la tempête de 99, on a vécu les attentats, on a vécu plein de choses. On a un cheval qui vous fait passer la nuit blanche. Et donc, la remise en question, elle est à ce niveau-là pour... J'avais pas vu notre maître de cérémonie derrière toi. Je suis là pour les acrobaties. Comment ? Je pense que le mieux pour parler de confiance, c'est peut-être de vous faire une dernière démonstration. Une petite démonstration ? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont confiance en nous ? On va vous donner confiance. Deux personnes qui acceptent de nous rejoindre sur la scène, vous inquiétez pas. Allez, ne me laissez pas seul. C'est rare. Ah, bravo madame. Une deuxième personne ? Bonjour. Toi. Enchanté. Vous mettez Alors, ici. venez là. Ne vous inquiétez pas. Normalement, N'ayez pas peur. nous on va aller chercher notre Voilà. matériel. Parce que Serrez-vous un petit peu. Voilà, mettez-vous côte à ne côte. leur dites pas, mais Voilà. Firmin est aussi lanceur de couteaux. Toutes les disciplines. On arrive, normalement. Mais tu crois qu'on va les laisser longtemps comme ça ? Le temps de préparer. Hein, on verra. Mais t'as rien préparé.
On refait la même. Alors, Faut pas bouger là, par contre. il ne faut pas bouger. Ayez confiance. Avance un petit peu, toi. Les bras le long du corps. Attendez. Ah oui, mais si vous alignez-vous, n'êtes pas en tant qu'à ligne, faire. n'avancez pas. Ah, reculez un petit peu. Voilà. On n'a jamais on- fait ça. Hein. Bon. Avance un petit peu. Arrête de reculer. Hop. Bravo. Ils n'ont pas bougé. Bravo. Voilà. Ben pour terminer sur cette confiance et l'envie, la confiance, l'envie, je pense que ce sont deux choses, je le disais. Toujours donner envie. Nous, dans le spectacle, c'est pas compliqué. Quand on n'est pas bon, le public n'a pas envie. Donc ça, c'est aussi une règle. Et on a toujours besoin de se remettre en question. Et quand le public n'a pas envie, eh ben, on est 2 fois meilleur et on donne envie au public. Et le public applaudit 2 fois plus, et là, on est encore meilleur. Donc, c'est ce cercle vertueux. C'est l'émotion aussi. On conclut. Ouais, parce qu'on dépasse, là. Tant pis, on fera les couteaux. Ah, une mais autre c'était fois. l'heure, en fait. J'avais pas vu. On fera les couteaux une autre fois, c'est pas grave. Non, ben pour conclure, moi, je parle de moi. Hein. Oui. Je pense qu'une des meilleures choses, quand même, c'est de penser ce n'est pas les plus forts qui résisteront, mais ceux qui s'adapteront le mieux. Elle n'est pas de moi, hein, vous vous en doutez. Mais elle est philosophique, elle est très importante. Dans notre métier, si on avait voulu être les plus forts, ça ferait longtemps qu'on aurait disparu. Mais par contre, cette remise en question en permanence et ce savoir-faire et tout ce que je vous ai expliqué dans notre manière d'appréhender les choses, c'est vraiment essentiel. Je pense que votre métier et le nôtre sont liés par la culture, par la passion, par l'envie, par toutes ces choses que l'on a évoquées. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Quoi qu'il arrive, si vous arrivez à appliquer tous ces préceptes, normalement, ça peut vous faire évoluer dans vos métiers. Si ce n'est pas le cas, Firmin est prêt à vous embaucher au Folies Grusses. Merci. Merci beaucoup. Firmin et Vincent, une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Vous êtes très bon, vous êtes très bon. Quelle belle leçon. Moi, ce que je retiens, j'en discutais avec Christelle de façon un peu indisciplinée, désolé, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point la transformation est présente, l'agilité. On ne parle pas seulement parce qu'il y a des acrobaties qui se font là-dedans, mais cette capacité-là de s'adapter et surtout l'ADN qui est très fort. L'ADN n'est pas une limite. Hein. Souvent, c'est comme ça qu'on nous le présente. L'ADN est un tremplin, c'est la base, c'est le socle sur lequel on peut construire et sur lequel on peut évoluer, partir de là pour se transformer, pour atteindre son plein potentiel. Très inspirant, messieurs. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on est en train de récupérer notre retard, mais on ne finira pas à 17h. Je vous l'annonce. On va prendre une pause. Vous avez donc droit à la pause. 45 minutes maximum. En fait, 44. 44, si on attend 43, 42. 42. Non, mais on revient à 17h pile. 17h pile, on repart, on recommence. Et restez surtout pour la prochaine conférence. Très importante, on présentera des exemples de territoires qui ont osé le changement et l'innovation. Il devait y en avoir 8. Il y en aura probablement un peu moins, mais il reste que c'est très inspirant, ces travaux de la Commission de la prospection. Donc, on se retrouve à 17h pile ici. Ne craignez rien, on se retrouvera au domaine Pommery plus tard. Donc, on se revoit à 17h.